Vous avez été plusieurs à suggérer des améliorations à apporter à l'alimentation 13,8 volts pyramide, mais moi aussi j'en avais en tête. J'en applique donc quelques-unes aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Cette vidéo se veut en quelque sorte la suite de la vidéo numéro 565 couvrant la réparation d'une alimentation stabilisée de 13,8 volts à 20 ampères. Si vous ne l'avez pas visionné, cette vidéo 565, je vous conseille de le faire d'abord avant de visionner celle-ci. Il y a un lien d'ailleurs dans la description ci-dessous. Donc, vous avez peut-être, comme moi, constaté quelques lacunes de conception et d'assemblage sur cette unité. Et il y a d'ailleurs quelques bidouilleurs qui ont fait des suggestions d'amélioration. C'est donc l'occasion aujourd'hui de réviser quelques points, entre autres en ce qui a trait au refroidissement de l'unité et à la répartition des courants sur les transistors de contournement, les 2N3055 à l'arrière. Je vais faire beaucoup de mesures et aussi de réflexions à voix haute, question de vous montrer les aspects qui entrent en jeu dans mes décisions d'agir ou de ne pas agir. Alors, lançons-nous d'abord sur l'aspect le plus facile à régler, soit la protection extérieure des transistors contre les courts-circuits. Alors, la première amélioration que je vais apporter, c'est la protection des transistors à l'arrière. C'est que, voyez-vous, les 4 transistors ici, leur boîtier, c'est le collecteur. Et le collecteur, il est placé justement sur la tension venant du transformateur. Et donc, les transistors sont isolés du dissipateur de chaleur qui, lui, est à la masse. Il y a un risque. Si j'arrive ici avec un outil par mégarde et je touche le transistor ici et le boîtier du même coup, ou avec un fil qui est à la masse, je viens toucher au boîtier du transistor, bien, ça va causer un court-circuit sur ce transistor, ça risque bien de le faire sauter. Et donc, c'est sérieux. Il faut protéger les transistors. Bon, dans le marché, il existe des protecteurs en plastique qu'on peut insérer par-dessus, mais c'est de plus en plus rare puisque les TO3, transistors de boîtier TO3, sont rares de plus en plus. Et donc, ils sont assez chers, ces protecteurs. Alors, plutôt que de commander des protecteurs chers, je me suis coupé une languette de FR4, donc de verre époxy. C'est de la plaquette pour faire du PCB, mais il n'y a aucune trace. Il y a même le vernis dessus de résiste de soudure. Alors, il n'y a pas de risque, c'est isolant. Je l'ai coupé exactement aux dimensions ici, avec un peu d'écartement, un peu d'espace. Et je vais venir fixer cette languette avec des entretoises. Je vais en mettre une ici, une au centre et une ici. Et je vais m'assurer que les entretoises aient exactement la même hauteur que les transistors. Et ça, c'est la hauteur que j'ai mesurée des transistors par rapport au fond ici. Et lorsqu'on compare à l'entretoise, je vais vous dire, là, c'est quasiment la bonne dimension. Il s'agira de passer quelques coups de lime et on aura exactement la bonne dimension. Et ça, c'est parfait comme ça. Donc, la languette va reposer autant sur les transistors que sur les entretoises. Donc, elle ne ballottera pas comme ça, là, même s'il y a seulement 3 entretoises, là, elle va être maintenue solidement. Alors, je vais percer 3 trous, je vais fixer cela et je vous montre le résultat final. Alors, voilà le résultat. J'ai d'abord installé les entretoises. J'ai donc percé 3 trous, comme je vous ai expliqué. Les entretoises, je les ai limés un peu sur une meule. Là. Et avant de percer le dissipateur, j'ai utilisé du ruban cache pour tenter de circonscrire les limailles d'aluminium parce qu'on n'en veut pas près des transistors. Il y a de la graisse qui va les coller, ces limailles, et les limailles peuvent faire un court-circuit avec le dissipateur, ce qu'on ne veut pas. Donc, j'ai travaillé fort pour mettre du ruban cache là, des deux côtés, même du côté des transistors, pour être certain là, de contenir tout ça. J'ai percé très tranquillement, pour être certain que les limailles ne revolent pas trop loin. Et voilà, j'ai posé les 3 entretoises serrées solides. Et par la suite, j'ai installé la languette et on voyait à travers les entretoises. Donc, c'était très facile de marquer les 3 trous, ensuite les percer et d'installer 3 vis. Et le tour était joué. Et j'ai inspecté partout comme il faut de près pour être certain qu'il n'y a aucun morceau de limaille
donc d'aluminium qui pourrait venir court-circuiter le boîtier du transistor au dissipateur. Et j'ai d'ailleurs trouvé un morceau, une petite limaille d'aluminium qui s'était inséré dans un des transistors. C'est pas certain que ça aurait fait un court-circuit, mais quand même. Alors, j'ai aussi installé la languette un peu plus basse. J'ai laissé donc une fente dans la partie supérieure ici. En bas, il n'y en a pas. Et si désiré, l'air plus frais peut pénétrer ici. Je ne sais pas si c'est le cas, là, et ressortir ici le long. Mais l'idée première, c'était de protéger les transistors. Et ça n'aura que très peu d'impact sur la dissipation de toute façon, là. La grande surface de dissipation, elle est ici, sur les lisières métalliques, là. Donc voilà, sur ma liste des choses à faire sur l'unité, j'ai découvert durant le tournage de ma vidéo précédente qu'un des fils ici ne semblait pas être du bon calibre, trop petit. Regardez, on a les 4 fils bleus qui arrivent des émetteurs des 4 transistors. Donc si on dit, mettons, 20 ampères pour l'unité, ça voudrait dire que chacun des 4 fils reçoit 5 ampères. C'est correct, c'est du calibre 18, 5 ampères, ça va. Mais ces 4 fils se joignent ensemble pour aller maintenant sur un seul fil jusqu'à la borne à l'avant. Donc, le 20 ampères passe dans ce fil. J'ai constaté que le fil était aussi du calibre 18. Je me suis dit, c'est bien trop petit, ça. Alors, l'idée m'est venue que je pourrais peut-être mettre du calibre 14, qui est bien plus dimensionné pour un 20 ampères dans une unité comme ça. Mais avant de le faire, j'ai dit, je vais aller voir dans le schéma. Et effectivement, ce fil, c'est un fil spécial. C'est que c'est le shunt qui sert à développer une tension pour le mouvement d'Arsonval, donc le galvanomètre. Et c'est pour ça que le fil est d'un calibre plus petit, pour qu'il produise une chute de tension à ses bornes, aux deux extrémités, suffisante pour pouvoir détecter le courant. Alors, la tentation de mettre un fil plus gros, bien, ça viendrait complètement jeter la fonction du mouvement à l'avant, du galvanomètre, à terre. Donc, on se doit de laisser ce fil calibre 18. Il chauffe un peu, certainement, mais dans une unité qui est ouverte, comme ceci, avec une circulation d'air, ce n'est pas un problème en soi. Et en plus, le 20 ampères, c'est de l'intermittent, là, normalement. Là. Donc, changer le fil pour un calibre plus gros? Non. Étape suivante, remplacement du ventilateur bruyant qui a travaillé trop fort dans sa vie par un ventilateur de même tension, à peu près le même courant et même dimension. Donc, ça va inspirer plus l'utilisation du bloc d'alimentation avec un ventilateur qui est beaucoup plus silencieux. Bien voilà, remplacer le ventilateur, les mêmes fixations, c'était facile étant donné que les dimensions de l'ancien et du nouveau, c'était identique. Je les avais mesurées. J'ai commandé cette pièce là, sur mesure pour remplacer. Alors, je crois par contre que les CFM, là, les cubic feet per minute, donc le débit d'air est un peu plus élevé sur ce ventilateur qu'il l'était sur l'ancien. Bon, qu'importe. Alors, j'ai aussi séparé les câbles ici. Les fils passaient directement devant. Et donc, j'ai travaillé pour écarter ça un petit peu. Et j'ai utilisé des connexions rapides là, qu'on presse en place pour brancher le nouveau ventilateur sur les anciens fils. Alors ça, c'est fait. Et comment ça sonne un ventilateur nouveau? Bien, ça sonne comme ceci. C'est quand même assez bruyant, c'est-à-dire qu'à 24 volts, là, il tourne pleine puissance ou tout près, là, j'oublie ce que la tension est, c'est peut-être 21 ou 22 volts. C'est quand même très bruyant. Alors ici débute toute une série de réflexions pour la ventilation et le refroidissement. Le ventilateur est orienté pour tirer l'air vers l'extérieur. Il ne pousse pas l'air en dedans, il tire l'air vers l'extérieur. Donc on peut comprendre que c'est vraiment pour aider à l'évacuation de l'air chaud, malgré tous les trous qui sont sur le boîtier. OK? Deuxième chose, le ventilateur n'est pas installé directement sur le couvercle. Il y a un espace. Donc, en termes d'efficacité pour tirer l'air vers l'extérieur, bien, on doit en perdre beaucoup puisque ce n'est pas étanche entre le ventilateur et le couvercle.
Donc ça, déjà en partant, là, l'efficacité. Là, Et si je mets le couvercle, je vais le faire en éteignant d'abord, pas prendre de chance. Voilà. Si je mets le couvercle, je repars l'unité, ben, effectivement, il ne reste à peu près plus rien de ventilation à l'extérieur. Je sens à peine une petite brise ici, c'est à peine pour dire. Et si je retire comme ça ici, wow! Grosse différence. Je vous dirais, là, 90% du flux d'air est perdu avec le couvercle. Donc, en termes de conception, là, bon, est-ce qu'on pourrait améliorer cela? Oui, bien sûr, j'imagine, là, en découpant ce cercle complètement et en remplaçant le cercle par un grillage comme celui-ci qui est fait justement pour un ventilateur. Ici, je sens beaucoup plus d'air. Je vous dirais c'est peut-être 75% de ce qu'il y a lorsqu'il n'y en a pas. Légère diminution, je le sens, je suis capable de le sentir. C'est peut-être de l'ordre de 50 à 75% du flux total. Donc, au lieu du 5% qui nous restait, là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on ne peut pas, à cause du fusible ici, c'est impossible de monter le ventilateur directement sur le couvercle. Il faudrait trouver une façon de déplacer le fusible. Et là, je n'embarquerai pas dans ces travaux-là. Mais on a un autre défi ici. C'est que le couvercle, comme il a été massacré ici à l'arrière, on le pose à l'envers. On le pose comme ceci pour que la partie qui est laide soit à l'arrière du boîtier complètement, ici. Et en avant, on a une belle bordure, même si initialement, ce n'était pas ça qui était prévu. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on a encore plus de restrictions dans la ventilation. Alors, si je l'allume, je sens quand même un petit peu d'air, mais à peine, vraiment à peine. Est-ce que le ventilateur a quand même un bénéfice? Je vous dirais que probablement que oui. Je suis capable de sentir, vis-à-vis les trous du couvercle, là, partout, je suis capable de sentir peut-être une légère circulation, en particulier ici autour du ventilateur. Ouais, peut-être. Mais ce n'est vraiment pas optimum. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est ça la grosse question. Est-ce que je déplace le ventilateur ici, à gauche? Parce que j'ai la possibilité de le faire. Il y a de l'espace. Je pourrais prendre le ventilateur et l'amener ici. Est-ce qu'il sort directement vis-à-vis le cercle? Non, malheureusement, parce que l'interrupteur qui est ici, à moins qu'on pose le ventilateur directement sur le couvercle, l'interrupteur va interférer. Donc, il faudrait que je dise oui, je l'amène ici et je l'installe directement sur le couvercle. Et là, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, ça pourrait peut-être donner un certain gain, mais l'alignement ne sera pas parfait puisque le bas ici doit être dégagé puisqu'il y a un rebord ici. Et donc, ça risque de ne pas tout à fait être bien aligné. Reste à voir si ça va aussi loger dans le couvercle. C'est à se demander. L'autre chose, c'est le ventilateur, on le déplace ici vers l'avant. On ne sera pas vis-à-vis l'arrière, c'est-à-dire les transistors et tout, et le pont redresseur qui est au fond juste ici. On va être localisé ici, près du transformateur. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on perd quoi que ce soit en l'amenant ici? Le transformateur chauffe quand même passablement. Au point où, d'ailleurs, le thermostat bimétal, ils l'ont monté sur une plaque qui est montée sur le transformateur. Donc, le transformateur, c'est un bon contributeur en chaleur, définitivement. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on inverse le flux d'air? Est-ce que plutôt que de tirer l'air vers l'extérieur, on ne pourrait pas le tourner et faire circuler de l'air à l'intérieur pour, à tout le moins, tenter d'égaliser la chaleur, donc la température, plutôt que de tenter d'extraire la chaleur, qui de toute façon, par convection, aura une certaine tendance à aller vers le haut s'il n'y a pas de ventilation forcée. Alors, ce sont toutes des décisions difficiles à prendre et c'est seulement sur le ventilateur.
Je ne sais trop comment procéder. Pour me convaincre de la nécessité ou pas d'avoir un ventilateur qui tourne en permanence et à plein régime, je vais faire des essais de température. Ici, le bloc d'alimentation est allumé, mais il n'y a pas de charge. Il est sous vide. Et ça fait un bon moment déjà qu'il tourne. Et je l'ai laissé stabiliser. Et il est à 27 degrés. Donc, tel quel, avec le ventilateur qui tourne, vraiment, là, il n'y aurait pas besoin... À mon avis, il n'y a pas besoin de ventilateur. À 27 degrés à l'intérieur, là, j'ai mis un thermocouple à l'intérieur du boîtier. Et c'est ce que je mesure. C'est l'air ambiant à l'intérieur du boîtier. Ça ne touche pas à aucune partie métallique. Alors, tel quel, non. Je suis pas mal convaincu qu'on n'aurait pas besoin de ventilateur, compte tenu du peu de flux d'air, de toute façon, qui est produit. Avec une charge de 5 ampères, le mouvement doit être ajusté ici avec le potentiomètre à l'intérieur. Ça indique plus 4, quelque chose que 5. Là. Mais on a 41 degrés Celsius à l'intérieur, air ambiant. La charge de 5 ampères a été maintenue pendant 30 minutes. Elle est maintenue, elle est toujours en fonction. Donc 41 Celsius. Je peux vous dire que le dissipateur à l'arrière est beaucoup plus chaud que 41 Celsius. Donc, moi, je pense qu'à l'intérieur, il ne faut peut-être pas paniquer non plus. C'est sûr que c'est un bloc d'alimentation qui peut maintenir théoriquement 18 ampères en continu. Mais ça, je vous avoue, là, j'ai un peu mes doutes là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, à 5 ampères, le ventilateur doit certainement avoir une action quand même. On sent qu'il y a de la chaleur qui sort, mais la question, c'est de savoir, est-ce que la chaleur sortirait quand même, malgré le ventilateur, juste par convection? Et ça, cette question-là, il faudrait que je stoppe le ventilateur et que je refasse un essai sans le ventilateur pour voir si, tel quel, le ventilateur amène quoi que ce soit de bon. Alors, j'ai coupé le ventilateur, j'ai repris l'essai avec 5 ampères et oui, définitivement, le ventilateur à l'intérieur, malgré le fait que c'est loin d'être optimisé au niveau là, de l'ouverture, la circulation d'air et tout. On est presque rendu à 51 et ça continue de monter. Donc, puis c'est seulement à 5 degrés. Donc, ouais, je crois que le ventilateur a effectivement son effet, qu'on le veuille ou pas. Alors, sous aucune charge, depuis au moins 1h30, 2 heures, donc à vide, sans ventilateur. Le ventilateur est débranché. 37-38, c'est la température de stabilisation. Donc, on sait que même sans ventilateur, au repos, c'est une température qui est bien correcte. Et quand on passe notre main, c'est définitivement le transformateur qui dégage le plus de chaleur. À l'arrière, les transistors, c'est zéro, absolument zéro. Il n'y a pas de chaleur. Tandis que tantôt, sous charge, là, le dissipateur en arrière était très chaud, même plus chaud probablement que la température qui est indiquée ici, ou en tout cas, c'était très proche, mais c'était assez chaud. Puis pourtant, c'était juste 5 ampères. Bon, et après une bonne durée là, sous charge avec 5 ampères et le ventilateur qui tourne, c'est 43, 44. Donc, définitivement, il y a un gain à avoir le ventilateur tourné dedans. On parle de 6-7 degrés minimum là, d'amélioration. Est-ce qu'on pourrait améliorer en faisant un trou, comme je vous ai mentionné, puis amener le ventilateur sur la paroi, puis dégager pour le passage? Certainement que ça améliorerait. En tout cas, il y a une autre chose qui est pas mal certaine, c'est que lorsqu'il n'y a pas de charge ou très peu de charge, c'est agaçant d'entendre le ventilateur. Donc, j'ai une solution à ça. J'ai commandé et reçu ces thermostats bimétal. Donc, c'est passif. Ce sont des modèles normalement ouverts. Et donc, quand la température est plus basse que leur spécification, le circuit est ouvert. Et lorsque la température du thermostat atteint la température marquée, bon, il doit y avoir une erreur, j'imagine quand même, là, un écart, rien n'est parfait, le contact se ferme. Et donc, ça serait parfait pour mettre sur le ventilateur. Alors, j'en ai acheté un à 40 Celsius, un à 50 et un à 60 Celsius. Donc, j'hésite beaucoup. Et lequel choisir et où le fixer, ça, c'est le gros débat. J'ai pensé que le transformateur allait peut-être être le meilleur endroit, étant donné que c'est probablement l'item qui génère le plus de chaleur dans la boîte. À l'extérieur, c'est définitivement les transistors et le dissipateur, mais à l'intérieur, le transformateur là, devient très chaud. Donc, je vais voir entre le 40 et le 50, je ne suis pas certain. La meilleure façon, c'est de faire une étude de température. Alors, ce que je propose, c'est de
mettre une sonde thermocouple sur le transformateur, ne mettre aucune charge sur le bloc d'alimentation et laisser le bloc d'alimentation se réchauffer et s'assurer que le thermostat ne se déclenche pas. Donc, on va voir à quelle température le transformateur va se stabiliser. Et on ne veut pas que ça tourne lorsqu'il n'y a aucune charge sur le bloc d'alimentation. Alors, j'essaie ça et je vous donne des résultats. J'ai fixé le thermocouple sur le dessus du transformateur. Donc, je présume que la température est assez uniforme sur le noyau, étant donné que c'est fait de fer. Et on regarde maintenant les résultats. Alors, après au moins 30 minutes, là, je vous dirais peut-être 45 minutes, la température s'est stabilisée à 51 Celsius sur le transformateur. Alors, clairement, là, il n'y a aucune charge. Alors, de mettre même celui à 40 ou celui à 50 Celsius sur le transformateur, ça ferait que ça démarrerait. Alors, c'est une grosse question. Je vais devoir y réfléchir. Est-ce que je mets 50 et le ventilateur va partir régulièrement, même s'il n'y a pas de charge, ou j'en mets un à 60 et puis on attend qu'il y ait une bonne charge dessus? Bien, je vais mettre une charge de 5 ampères et je vais voir combien rapidement ça monte. Alors, j'ai installé le thermostat à l'arrière de l'unité, tout près du dissipateur de chaleur à l'intérieur. Et voilà, 42 degrés. Le ventilateur vient tout juste de partir. Je voulais justement le filmer et ça vient de se produire. J'ai mis une charge de 5 ampères à partir de froid, température de la pièce. Ça a pris quelques minutes, peut-être 3 minutes. La température est légèrement montée. Et dès qu'elle a atteint 42, le thermostat s'est déclenché. Je parle bien sûr d'un thermostat comme celui-ci, que j'ai mis à 40 degrés Celsius à l'intérieur. Alors, la température va, d'après ce que j'ai cru voir, va continuer à monter un peu. Là, il y a eu une légère descente. Mais je crois qu'elle va reprendre un petit peu du poids de la bête. Mais quand même, le ventilateur, définitivement, a un effet à l'arrière sur le dissipateur de chaleur. Définitivement que je suis capable de sentir un petit peu d'air qui circule. Alors oui, le ventilateur fait circuler l'air en rond à l'intérieur, mais il y a quand même un peu de chaleur qui sort. Ça se rend jusqu'en arrière par les orifices jusqu'au dissipateur de chaleur. Donc, ça a un certain effet quand même. Maintenant, comment est-ce qu'il s'éteint? Bien, il y a une grosse hystérésis. C'est d'environ 10 degrés Celsius. Alors là, la température va lentement descendre et lorsqu'elle va atteindre environ 32, le ventilateur va couper. Alors, ça va prendre plusieurs minutes avant que ça se produise. Je ne vous ferai pas entendre, mais je l'ai essayé. Mais quand même, c'est une bonne couverture, c'est ce que je souhaitais, que l'intérieur ne surchauffe pas, mais lorsqu'il y a peu ou pas de charge, je ne veux pas entendre le ventilateur. Vraiment, là, c'est agaçant d'avoir un ventilateur qui tourne en permanence. Alors, voilà, problème de ventilateur en permanence, ça c'est réglé. Ah, puis en plus, ça va épargner le ventilateur. Une autre réflexion et mesure que j'ai faite, c'est est-ce que avec la méthode qu'ils ont utilisée dans le schéma pour distribuer les courants le plus également possible entre les 4 transistors, c'est-à-dire des résistances sur la base, plutôt que ce qu'on voit plus couramment, des résistances sur les émetteurs, est-ce que cette technique de distribution des courants est suffisamment bonne pour qu'aucun des 4 transistors ne soit surchargé? Bon, je ne m'attends pas à la perfection quand même au niveau de la distribution, mais il ne faudrait pas qu'un des 4 transistors soit vraiment surtaxé par rapport aux autres. Alors, je vais faire des mesures rapides. Je mets une charge de 13,67 ampères, c'est les fameuses résistances de puissance qui, au total, là, nous donnaient un ohm. Là. Alors, si je mesure le courant ici, j'ai effectivement 13,6 ampères. Alors, je pourrais mesurer les 4 émetteurs. Ici, on a 3,7. Et je prends un autre, 3,67. Vous voyez, on est assez proche. Ici, ça va être plus bas, 3,3. Comme vous voyez, les courants sont suffisamment proches, 3,5. Quand on fait la distribution proportionnelle, mettons qu'on amènerait ça à 20 ampères, là, puis qu'on applique les différences, ça ne nous donnerait pas plus qu'une histoire de 5,3 ampères pour un des transistors, dans le pire des cas, et 4,6 ampères pour celui qui a le moins de courant. Donc, on peut dire que les courants sont suffisamment bien distribués pour ne pas s'inquiéter au sujet des transistors, même à plein courant. Ça, au moins, ça me rassure. Il faut dire que les transistors que j'ai posés, les remplacements,
venait d'un dissipateur de chaleur qui avait été récupéré et ce sont des transistors de la même marque et probablement du même lot de fabrication. Donc ça aide beaucoup déjà en partant à ce que les courants soient un petit peu plus distribués également. Ceci dit, si j'avais mesuré des courants beaucoup trop grands, j'ai des résistances ici de 0,1 ohm. La puissance n'est pas écrite, mais c'est probablement du 5 watts. Ces résistances, j'aurais pu les poser sur les émetteurs. Donc, enlever les résistances sur les bases et poser ceux-ci en série sur les 4 émetteurs qui s'en vont à la sortie. Ce qui aurait aidé de façon plus classique à distribuer les courants également entre les transistors. Alors, pourquoi d'ajouter une résistance en série sur les émetteurs, ça aiderait? Bien, ça fait que la résistance interne de chacun des transistors n'étant pas identique, leur impact, les variations de résistance interne d'un transistor à l'autre, leur impact devient assez grand sur la distribution des courants. Alors que si on rajoute une résistance fixe en série sur chacun des 4, bien, cet impact est forcément diminué parce qu'il y a une résistance fixe en série. Donc, c'est ça l'idée de mettre des résistances de distribution de courant comme ça. Alors, dans ce cas-ci, je n'aurais pas à le faire, la performance est bonne, mais j'avais dans la tête d'ajouter ces résistances d'émetteurs et de retirer les résistances sur les bases. Et ces 4 résistances, je les aurais posées ici sur le panneau à l'arrière, vissées sur le panneau. Alors, ça ne sera pas à faire, mais au moins, ça me rassure. L'autre chose que je voulais faire, c'est d'ajuster le courant sur le galvanomètre. Alors, c'est VR1, le petit potentiomètre. Et c'était 13, donc on lit 13,40, 13,5. Donc 10, 12, 13, 13,5, donc aux 3/4 entre le 12 et le 14. Fait que là, on est pas mal pile poil. Attention à l'effet parallaxe, là. C'est bien certain que vous, peut-être que ça ne se voit pas bien sur l'écran. Mais ça, c'est réglé. Bon, bravo. Bon, on atteint déjà presque les 30 minutes, mais vous savez, il y aurait d'autres modifications possibles à faire sur cette alimentation. Par exemple, l'ajout d'un affichage numérique de la tension et du courant, mais encore plus utile, l'ajout d'une protection de type crowbar qui permettrait de protéger les appareils qui y sont branchés si la tension de sortie venait qu'à dépasser les 15 volts, disons. On verra pour la suite, car c'est plus compliqué que vous pourriez le croire. Alors, je vous remercie d'avoir été ici avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine!